Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 9 novembre 2025 qui est en train de bientôt disparaître. Peut-être comme la civilisation occidentale si on laisse les choses se produire parce que, encore une fois, on est sur le bord du précipice. On va parler aujourd'hui de l'élection de Zohran Mamdani, ce maire musulman de New York. Et donc, on voit le phénomène qui se propage un peu partout après Sadiq Khan à Londres et d'autres maires aux États-Unis. Il y a de plus en plus de ces... je veux dire, c'est sûr, on fait rentrer des millions et des millions de personnes et ils ont le droit de vote et donc on leur donne la citoyenneté à part entière et évidemment qu'ils vont avoir un pouvoir démographique et qu'ils vont changer les choses et puis... mais il y a péril dans la demeure parce que si on ne fait rien, et là aujourd'hui ça va être une prise de conscience sur ce qu'on a à faire, je propose deux modèles, le modèle japonais versus le modèle suédois. Et donc il y a aussi un autre clivage, une autre option qu'on pourrait présenter, c'est soit l'islam ou l'automation. On peut soit continuer à ouvrir les frontières, faire entrer le tiers-monde et tiers-mondiser notre économie et tout ça, où on peut se diriger vers l'automation avec l'IA, etc., et avoir un modèle plus, oui, encore une fois, comme le Japon, donc un modèle où ils ont décidé de ne pas remplacer leur population, préserver leur culture, et plutôt y aller avec l'automation, des robots, des trucs comme ça, pour combler, et ça, c'est la voie du futur. Donc, on a le choix entre soit rester dans le tiers-monde, en faisant venir une immigration du tiers-monde pour continuer, maintenir des emplois du tiers-monde, des emplois à faible... je veux dire, pour éviter de faire le saut technologique, où on peut faire le saut technologique et ouais, avoir des routes un peu moins encombrées. Je veux dire, au lieu de faire entrer des centaines de milliers de personnes par année à Montréal, ben, c'est sûr qu'il y a de la congestion dans les transports en commun, sur les routes, partout, dans les hôpitaux, les services, et tout s'effondre, on n'est pas capable de payer pour ça, il faut s'endetter. Ou on pourrait faire des investissements en technologie pour s'en sortir par le haut au lieu de s'effondrer. Mais l'objectif, c'est l'effondrement. Hein. J'en ai déjà parlé dans plusieurs webjournaux, c'est-à-dire que c'est ce qu'on... il y a un livre là-dessus qui s'appelle L'effondrement des sociétés complexes. J'en avais parlé à un certain moment de ce livre-là, L'effondrement des sociétés complexes. Et là, ce qu'on voit en Occident, c'est justement la complexification de la société. Les mondialistes ne cessent de générer des contradictions, des clivages dans la population, etc. Puis là, les gens disent non, ne tombe pas dans ce piège, Alexis, ils veulent nous diviser, on est déjà divisé. Je veux dire, quand tu écoutes les prêches de certaines personnes aux États-Unis, tu dis, on va pas, il n'y a pas de... Et les gens qui essayent de... On est déjà divisé, faut déjà faire avec. Je pense que la fenêtre égalité-réconciliation est... il y a eu une fenêtre où est-ce que c'était possible. Je l'ai déjà expliqué, c'était possible si on arrêtait l'immigration, si on restait sur le statu quo, on aurait pu trouver comme des terrains d'entente et vivre ensemble et ça aurait été très bien. Et pointer du doigt les personnes qui essayaient de nous monter les uns contre les autres. Mais là, on est comme 15 ans plus tard et je veux dire, la démographie change et on est en train de tout perdre. Et donc, il faut à un moment donné... oui, c'est ça. Disons que la fenêtre disparaît très rapidement et il faut prendre acte des changements démographiques et faire pression sur nos politiciens pour que ça cesse. Le Web Journal-là va dans ce sens-là. C'est-à-dire, oui, il était un peu alarmiste, contrairement au dernier Web Journal où est-ce que je disais non à la peur, c'est-à-dire que pour un certain nombre de choses, on n'a pas à avoir peur. Mais sur d'autres choses, c'est pas qu'il faut avoir peur, c'est qu'il faut il faut agir. C'est fight, fight, fight. Et le fait, comme je le disais dans la dernière croisade, le fait de sauver la civilisation occidentale se fait à intervalles réguliers. Là, on est dans un moment charnière où il faut agir pour sauver la civilisation occidentale. Sinon, on va avoir des maires musulmans dans toutes nos villes. Et nos enfants n'auront pas de futur. Je veux dire, ils vont, comme ils le disent, si nos enfants vont aller à la mosquée, si c'est ça que vous voulez, eh bien, il y a plein de partis qui proposent exactement ça. Nous autres, on n'est pas sur cette ligne-là à Radio-Québec. Moi, je n'ai pas envie que mon fils vive là-dedans. Et voilà, donc il faut faire pression sur nos politiciens. Et regardez simplement Pierre Poilievre, son changement de ton sur l'immigration depuis la dernière campagne fédérale. Il était comme, tu sais,
vers la fin de la campagne, il a commencé à se bouger les fesses un peu sur l'immigration, mais il n'était pas du tout. Il était sur une ligne un peu trudeauiste. Là. Il courtisait le vote immigrant et puis ça a créé tellement de mécontentement au parti que là, il est comme on va réduire les cibles, on va enlever les visas temporaires et il y a comme une couple de mesures qui allaient dans le bon sens parce qu'on a fait pression sur lui et en ce qui me concerne, c'est le point le plus important. Il y a comme plusieurs points d'achoppement, plusieurs points comment on pourrait dire, des Schwerpunkte en allemand en stratégie militaire. Il y a plusieurs pivots, points d'appui ou points de gravité dans l'offensive contre la civilisation occidentale. L'immigration, c'en est un. Le truc climatique, l'attaque sur l'énergie, c'en est une autre. L'attaque sur la distinction homme-femme, c'en est une autre. Mais à mon sens, le plus important, c'est le fondamental, là. C'est l'attaque à travers l'immigration. Puisqu'on on peut plus retourner en arrière. Sur les trucs LGBTQ, tu peux genre, les gens peuvent revenir à leur sens. Genre, tu as été endoctriné à l'école, mais tu peux comme finalement, ouais, c'était une époque bizarre, etc. Même les trucs verts aussi, on voit que c'est en train de disparaître complètement, même si on est à la COP 30. Ils mangent du caviar à la COP 30 pour nous dire de réduire nos émissions. Ça aussi, on peut le changer. C'est en train d'être changé. C'est en train de dégonfler partout. Mais l'immigration, ça va être très dur de changer. Tu sais, à partir du moment où il y a des changements démographiques, puis les gens ont la citoyenneté, c'est très difficile de... Et c'est pour ça que pour moi, c'est le problème principal. Et c'est pour ça qu'on en parle souvent à Radio-Québec, parce qu'on est en train de détruire la civilisation occidentale et la remplacer par une autre civilisation. Donc, et ça, Mamdani est la figure emblématique de ça. On pensait que c'était juste en Angleterre, que c'était l'Europe, la France, ils ont les anciennes puissances coloniales, ils ont juste ce qu'elles méritent. Mais c'est pas ça du tout. Premièrement, elles ne le méritent pas. On reviendra peut-être là-dessus, mais on pensait que mais là, c'est aux États-Unis. Et c'est pas juste n'importe où aux États-Unis, c'est à New York, la ville où il y a eu le 11 septembre, etc. Et donc, on va parler de ça. Zoran, c'est ça, Zoran, je me rappelle plus, je mâchouille son nom. Mohammadi, Mamdani. Je m'excuse, je ne veux pas faire de blague avec les noms, là, mais donc, représente ça, ce changement démographique. Et là, les médias s'en gargarisent, c'est-à-dire que regardez ça ici. Ça, c'est Céline Galipeau, la présentatrice du téléjournal de Radio-Canada, qui dit « Un vent d'espoir souffle sur la ville de New York. Le socialiste démocrate de 34 ans, Zoran Mamdani, la bête noire de Donald Trump, est devenu le 111e maire de la Grosse Pomme. Certains y voient un message fort pour les élections de mi-mandat. » Et là, tu te dis, quelle hostie de cruche qui va croire que l'élection d'un maire radical socialiste musulman va être utile pour les partis démocrates aux élections de mi-mandat. Et c'est ça qu'on va expliquer finalement. Ça arrange vraiment Trump et le Parti républicain, cette élection-là, parce qu'il est extrême, il est radical sur ces mesures. C'est du communisme, hein, c'est-à-dire j'ai des sections de son programme, c'est la gratuité pour pratiquement tout, l'État qui s'ingère dans la vie des gens. Et là, on peut se dire, ouais, les gens en Europe, des fois, ils sont un peu plus... le communisme a été un petit peu plus implanté. Mais là, on parle des États-Unis. C'est tellement contre le logiciel américain de voir le gouvernement gérer ta vie, fixer les prix des loyers, de l'alimentation, du transport en commun. Or, ça n'arrivera pas parce qu'il n'a pas l'argent pour ça, mais c'est des promesses. Et derrière ces promesses-là, il y a d'autres choses. Il y a l'islam aussi, c'est-à-dire qu'il a bien compris le système où tu te présentes devant la population, tu promets n'importe quoi, puis là, tu as toutes les jeunes filles de gauche qui vont voter pour toi, là, comme pour Justin Trudeau, là, à cause de sa belle barbe de métrosexuel, là. Tout est gratuit, on est pour l'égalité, etc., sans aucune conception de réalisme politique. Je pense qu'il y a 84% des jeunes femmes aux États-Unis entre 18 et 29 ans qui ont voté pour lui. Et pour les autres, les démocrates partout, ça s'est allé jusqu'à 91. C'est-à-dire, elles sont endoctrinées à l'université, elles sont de gauche, puis elles n'ont pas une acuité politique particulièrement développée. Et c'est une tare, ça aussi, là, les jeunes femmes de gauche. C'est pas juste on pourrait dire l'islam, là.
Ça aussi, ça cause passablement de problèmes. L'endettement, l'insécurité, etc., ça vient tous de cette espèce de bien-pensance-là, finalement, qui est mal placée puis qui cause juste des problèmes. Donc, ça va être catastrophique pour le Parti démocrate et c'est pas juste moi qui l'explique, c'est aussi Stéphane Bureau qui l'expliquait à Mario Dumont. Avant d'aller au programme de Mamdani, je vous fais écouter Stéphane Bureau, l'ancien présentateur vedette, là, le super journaliste québécois qui a été renvoyé de partout et puis finalement à qui on demande des conseils. On est tous familiers avec la grosse pomme, on y va en tout. La réponse courte, c'est bonne nouvelle pour M. Trump, mauvaise nouvelle pour le Parti démocrate. Bonne nouvelle parce que ça va lui permettre de tourner en ridicule les démocrates en disant qu'ils sont en train de se parquer à l'extrême gauche, ce qui est pour les démocrates, c'est là que je dis que c'est une mauvaise nouvelle pour eux, depuis toujours leur crainte. La vérité politique aux États-Unis, elle est au centre droit ou au centre gauche. Ça s'est déplacé vers le centre. Voilà, on ne sait pas s'il écoute Radio-Québec, mais il est probablement capable de faire sa propre réflexion, mais c'est ce qu'on explique depuis 2018. On a des extraits de ce qu'on expliquait en 2018 sur la façon dont Trump, les républicains, les patriotes gèrent le Parti démocrate, poussent le Parti démocrate à l'extrême gauche, de sorte que les Américains, mais ils sont en train de détruire complètement le Parti démocrate, là, alors que les enjeux sont au centre depuis 2018, c'est-à-dire depuis 7 ans, bientôt 8 ans, les républicains font en sorte que le Parti démocrate, et je vais vous dire, il y a des façons de le faire, là, le Parti républicain, Trump fait en sorte que les démocrates se radicalisent. On l'a vu aussi avec Kamala Harris, etc. Et Mamdani, c'est le nouvel avatar de cette stratégie de radicalisation. C'est l'apothéose, c'est l'apex, c'est le summum de la radicalisation du Parti démocrate. C'est-à-dire qu'on est passé, allons-y tout de suite, tant qu'à y être, puisqu'on est là, avant d'aller à Mamdani, on est passé en 2018 de ce qu'on appelait la squad, le peloton. Ocasio-Cortez, Tlaib et puis l'autre, Ilhan Omar, etc. C'était des radicales d'extrême gauche, anti-américains, genre les États-Unis sont racistes, etc. Il faut détruire ce pays-là, essentiellement. Là. Donc, une critique radicale qui avait été, finalement, on les voyait partout, qui avait été exacerbée par Trump à l'époque. J'avais expliqué dans ce web journal-là, en fait, c'était 42 minutes, on pourrait dire que c'est un web journal, la destruction planifiée du Parti démocrate. J'avais expliqué de quelle façon Trump poussait ces radicales-là à l'avant-scène. C'est-à-dire que dans leur circonscription, à la maison, etc., elles font des déclarations, etc. Et Trump a pris le micro, a dit, par exemple, à Ilhan Omar, avec le turban, qui est somalienne, a dit elle devrait peut-être, si elle n'aime pas les États-Unis, elle devrait peut-être retourner dans son pays. Et là, ça avait fait la une de tous les journaux mondiaux, les jours de la presse mondiale. Et donc, ce qui s'était passé, c'est que les projecteurs avaient été braqués sur ce squad-là, sur ces personnes-là, sur ces 4 radicales-là. Et là, étant donné que Trump les attaquait, tout le monde a pris leur défense et elles ont été placées à l'avant-scène et elles sont devenues, comme malgré elles, grâce à Trump, des porte-paroles essentiellement du Parti démocrate. Donc, oubliez les gens plus, qui étaient plus sur la ligne des travailleurs, les gars d'usine et puis le vieux Parti démocrate. Trump a pris les gens qui défendaient des positions marxistes radicales, anti-américaines, de la critique de l'américanisme, et en a fait des interlocuteurs de choix et les a placés à l'avant-scène. Et finalement, ça a été le début de ce que j'ai appelé ici la destruction planifiée du Parti démocrate. Et c'est ce qu'il fait, on va voir avec Mamdani, c'est un peu la même chose. Donc, je vous montre un petit extrait. C'est le fun des fois de retourner en arrière, de voir ce que je disais. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. En tweetant, en leur disant, si vous n'êtes pas content, vous pouvez peut-être rentrer chez vous, il fait en sorte que tout le monde prend la défense de ces 4 radicales-là. Et là, le Parti démocrate qui se range derrière ces 4 radicales-là. Imaginez ça.
Alors, et aussi, il leur donne un statut spécial. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens commencent à fouiller. Les gens commencent à chercher. C'est qui ça, Ilhan Omar? C'est qui ça, Alessandra Ocasio-Cortez? On le savait déjà, mais là, ça va aller, ça va beaucoup plus loin. Et certaines de leurs idées, de leurs tweets, de leurs propos les rattrapent. Hein, les médias qui ont tendance à en parler un petit peu de leurs tweets controversés, de leurs propos controversés, mais sans plus. Et ils appliquent, les médias, on le sait, appliquent le double standard pour les démocrates si les républicains. Ouais, et donc, finalement, c'est ça, c'est qu'il en a fait, il les a placés à l'avant-scène et il en a fait les figures emblématiques du Parti démocrate. Rappelez-vous aussi à l'élection, l'année dernière, l'élection avec Kamala Harris et Tim Walz, etc. J'avais expliqué dans le web journal Electio Cogitatus, j'avais expliqué de quelle façon c'était impossible. Je veux dire, moi, je pensais, j'expliquais avec raison et avec... c'était impossible que Kamala Harris ait... je pensais qu'elle était contrôlée par Trump, en fait. Elle a été utilisée pour empêcher, encore une fois, Michelle Obama de se présenter, alors que les Obama voulaient une convention ouverte, c'est-à-dire avec plusieurs candidats pour faire rentrer Michelle. Hein, les Obama négocient en coulisses pour une convention ouverte. Ça a été, Biden a démissionné, tout de suite, on a donné la couronne à Kamala, puis là, elle a dit des choses comme, c'était une radicale de gauche aussi, Kamala, là, ça vient de la Californie, et c'était, elle disait, genre, j'ai été 17 fois en Georgie, blablabla, et elle a choisi comme colistier Tim Walz, Tampon Tim, qui était encore plus à gauche que elle. C'est à peu près plus à gauche que Gavin Newsom de la Californie. Le gars, c'est la figure, le super porte-étendard des droits des trans pour les tampons dans les toilettes des hommes, parce que les hommes aussi ont leur menstruation, ce genre de bonhomme-là. Et elle a pris comme colistier. Et donc, ça, c'est, encore une fois, c'est dans la stratégie d'avoir un Biden super faible pour faire comme pour que les gens voient la différence avec Trump. Tu contrôles ton opposition. Hein. Là, tu prends Kamala Harris, qui est déjà une radicale d'extrême gauche pour l'ouverture des frontières et tout, puis tu lui colles, non pas quelqu'un qui va la ramener au centre, mais tu lui colles quelqu'un qui la ramène encore plus à gauche. Et donc, puis là, ça a été les controverses sur Tim Walz. Ça a duré à peu près 2-3 semaines. Est-ce qu'il avait démissionné de la garde nationale? Tous ses propos, et donc, ça n'a pas été un atout du tout pour elle. Et donc, ça, encore une fois, c'est une façon de repousser à l'extrême gauche, radicaliser le Parti démocrate, de sorte que tu peux pas, c'est imbuvable, tu peux pas voter pour ça. Et c'est exactement ce qui se passe avec Mamdani ici. Donc, c'est Mamdani qui est un radical d'extrême gauche, en plus d'être musulman. Ce qui pourrait être, ça pourrait être, on va se parler, on va se dire les vraies choses. Ultimement, ça ne me dérangerait pas, moi, qu'il y ait comme un maire musulman ici, qu'il y ait quelqu'un musulman à l'Assemblée nationale, ou etc. C'est pas ça. C'est pas le fait qu'il y ait comme un... dans l'absolu, qu'il y ait un représentant politique, que je sois même représenté, que le maire de Montréal soit musulman, etc. C'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est la tendance à long terme. Ce qui me dérange, c'est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ce qui me dérange, c'est la tendance démographique. C'est-à-dire que au niveau, si je fais de moi-même un mulot de l'info, je regarde genre juste devant moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un maire musulman. Mais quand je me lève, quand je prends de l'altitude, puis je regarde la tendance démographique, le nombre d'enfants qu'ils ont par famille, la quantité de personnes qui rentrent au pays, puis je regarde ce qui se passe en Angleterre, qui est comme 10-15 ans en avance sur nous, là, je dis non. Donc, c'est pas l'islam dans l'absolu, c'est la tendance démographique au remplacement de population. C'est ça qui est fatigant. Et c'est contre ça qu'on doit se battre. C'est pas, moi, j'en ai des amis, les gens disent toujours ça, puis c'est comme... partout où est-ce que je vais, j'habite à Montréal, là, vous ne pensez pas que j'en ai comme des amis musulmans, des amis juifs au gym, où est-ce que je vais, il y a tout le monde. Il y a comme tout le monde, c'est comme des gym bros. Là. C'est comme ouais, il y a des Juifs, il y a des musulmans, des Arabes, il y a des Blacks, il y a des Chinois, il y a des gays, puis il n'y a pas de problème, c'est pas une affaire de ça. Encore une fois, c'est pas au niveau individuel, c'est au niveau de la tendance à long terme, la tendance lourde, OK? Et ils ne veulent pas qu'on pense et qu'on conçoive les choses en termes de tendance de fond. OK? Donc,
je dis, comme le dit Stéphane Bureau, c'est du pain béni pour Trump. Pourquoi c'est du pain béni? Bon, ben parce que je vous l'explique, parce que c'est la stratégie de radicalisation du Parti démocrate pour détruire le Parti démocrate. Et il y a des gens qui disent que le Parti démocrate, il y a déjà des éditoriaux qui commencent à sortir. L'élection de Mamdani représente la fin du Parti démocrate. Suite à la victoire de Mamdani, les démocrates s'inquiètent des répercussions nationales. Le candidat progressiste a remporté une victoire historique à la mairie. Ce succès ne fait qu'accroître l'inquiétude des démocrates qui cherchent à reconquérir le pouvoir national, nous dit MSNBC. Ici, Axios, l'establishment démocrate méfiant garde ses distances avec Mamdani, le dirigeant new-yorkais. Ça, c'était avant l'élection. Le pouvoir national ne voulait pas trop se coller sur Mamdani. Et finalement, l'establishment démocrate s'effondre suite à la victoire de Mamdani à New York. Ça, c'est une mauvaise traduction, là, mais je pense que c'est comme genre, c'est la catastrophe pour le Parti démocrate suite à la victoire de Mamdani à New York. Les démocrates ont-ils un problème avec Zoran Mamdani? Ici, et là, c'est même les commentateurs sur CNN, l'ineffable Van Jones, là, le noir dans le milieu, plus l'ancien Van Jones qui a des gros moments de lucidité. Hein, on l'avait expliqué comme avec Bill Maher, là, Maher, comme on dit, Catherine. Bill Maher. Et aussi David Axelrod, des conseillers du Parti démocrate, disent CNN Democratic strategist David Axelrod and Van Jones left stunned by Mamdani's victory speech. The tone was off. Il était hargneux dans son discours de victoire. Et là, ici, donc, les républicains tentent de faire de Zoran Mamdani un méchant démocrate bien au-delà de New York. C'est-à-dire qu'ils vont l'utiliser dans les publicités pour les midterms. Ouais, c'est du pain béni. J'ai failli appeler ce web journal-ci le pain béni Mamdani. Un petit jeu de mots, mais c'était cheesy, là. Les républicains euphoriques applaudissent l'impact de Mamdani sur les démocrates. Et là, pensez à Céline Galipo, là, hein, qui disait, c'est quoi, là? Un vent d'espoir. C'est qu'ils n'ont rien compris, ces gens-là. C'est tellement des nullités en politique, les journalistes, là, c'est comme ça. On est tellement content d'avoir des gens comme ça qui ne comprennent rien et qui se font avoir à chaque fois. Tu sais, c'est comme, tu mets la main sur le feu, tu te brûles, tu recommences, tu mets la main sur le feu, tu te brûles, tu recommences, ils n'apprennent pas. Et donc, Trump affirme, tu vois ici, Trump affirme que c'est le communisme ou le gros bon sens. Ça va être ça, hein? C'est du communisme, son affaire. C'est le communisme à New York, le Wall Street. C'est le communisme ou le gros bon sens après la victoire du démocrate Mamdani, l'élection municipale de New York. Et Steve Bannon ici, Steve Bannon qui dit il devrait y avoir des feux rouges clignotants. Steve Bannon réagit à la victoire de Mamdani. Et là, Steve Bannon qui parle justement de la progression de l'islam aux États-Unis et que c'est un feu rouge et que les Américains vont devoir se mobiliser. C'est toujours ça. Il faut toujours, en démocratie, pour gagner les élections, il faut vaincre l'apathie. Il faut avoir soit un projet extrêmement stimulant ou vaincre l'apathie de l'électorat. Et donc, il faut créer, des fois, gonfler un peu certaines peurs. Ça se joue dans les deux sens. Il n'y a pas de solution de toute façon. Les gens regardent la télévision et on ne parle pas des gens qui sont politisés sur Twitter. On est déjà au créneau, mais on parle de monsieur et madame tout le monde qui a les devoirs, les enfants, etc. Ouf, allez voter. Il faut qu'ils comprennent les enjeux. Et donc, c'est ça qu'ils font. Donc, Trump, il dit c'est le communisme. On va regarder un peu le programme de Mamdani rapidement, là. Rapidement. Donc, c'est le camarade Mamdani. Et même, où est-ce que je l'avais ici? Je l'avais à quelque part. Kirill Dmitriev. Je l'ai-tu mis à quelque part? Oui. Kirill Dmitriev, le conseiller de Vladimir Poutine, dit « Good morning, New York City comrades ». Donc, avec la une, tu sais, Mamdani rouge, là, tu sais, communiste. Et là, ce sont les Russes, les anciens communistes russes qui se moquent des Américains. Vous voyez, c'est... Tu sais, quand on parle... rappelez-vous quand on parlait de l'infiltration du mouvement révolutionnaire mondial, la chasse au communisme aux États-Unis par le sénateur McCarthy, etc., et l'infiltration, tout ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont, finalement, la Russie s'en est débarrassée, sont arrivés aux États-Unis, ont infiltré les institutions, et là, maintenant, ça donne l'élection de personnes comme Barack Obama et Zoran Mamdani. Donc, les Russes se moquent de nous, vous voyez.
Donc, le programme de Mamdani. Et donc, c'est un ensemble de gratuités que le gars ne sera jamais capable de payer. Mais c'est pas juste ça, c'est que ça consacre comment je pourrais dire, l'intervention du gouvernement dans tous les secteurs d'activité et partout sur la Terre où ce genre de programme-là a été mis en place, ça s'est soldé en catastrophe. Ça s'est soldé en catastrophe. Donc, sur les transports, c'est les transports, les autobus gratuits, gratuité des bus municipaux. Gratuité des bus municipaux, amélioration des lignes pour un service de classe mondiale. Donc, non seulement ça va être gratuit, mais ça va être de classe mondiale. Ça va se comparer, genre, au transport en commun comme au Japon ou en Corée, là, tu sais. C'est bien pelleter des nuages et raconter n'importe quoi. Encore une fois, ça, les jeunes sont souvent impressionnables parce qu'ils n'ont aucune, comment je pourrais dire, expérience politique, aucune vision synoptique de l'histoire et de la façon dont les sociétés s'effondrent par l'économie et puis de la façon dont le socialisme, le socialisme dur comme ça a raté, a échoué partout. Création d'un réseau d'épiceries municipales dans chaque quartier. C'est-à-dire que l'État va gérer des épiceries pour la distribution alimentaire. On est presque à l'époque de la COVID, là, où est-ce que l'armée distribue le pain, là. Et là, chacune d'entre elles pouvait dire « Ah, c'est une bonne idée tout d'un coup », mais après ça, quand tu regardes les détails, puis que c'est l'impact, c'est-à-dire que des épiceries municipales vont tuer la concurrence, c'est-à-dire les épiceries privées. Il dit essentiellement ici que il va faire concurrence à toutes les épiceries familiales. Combien il y en a des épiceries familiales, tu sais, il va faire concurrence à toutes les petites épiceries familiales de quartier. Pensez-y, fait que ça a l'air bien. Les jeunes filles de gauche votent pour ça parce que c'est une bonne idée, mais il n'y a personne qui pense aux conséquences. Après ça, New York comme ville sanctuaire, évidemment, pour encore plus d'immigration. Tu sais, c'est quand tu es issu de l'immigration puis tu as été élu par l'immigration, ben, tu veux garder la porte pour en faire rentrer encore plus. C'est ça que les démocrates font aux États-Unis, c'est ça que le Parti libéral fait au Canada. Et ça que tous les partis presque font en France. New York comme ville sanctuaire, protéger 1 million de résidents immigrés, défense des droits LGBTQ. On n'aura pas, défense des droits LGBTQ, là, antidiscrimination renforcée. Comment tu peux renforcer quelque chose qui est déjà radical? Regardez ça ici. Ne pas utiliser les pronoms transgenres pourrait vous valoir une amende. À New York, les employeurs et les propriétaires qui ignorent intentionnellement et systématiquement l'utilisation de pronoms tels que sie, hier, hier n'aime pas faire la vaisselle. Hier va à l'épicerie. Zé a pris l'avion l'autre jour. OK, je vais arrêter là. Tel que Zé ou Here pour désigner les travailleurs transgenres et les locataires qui les demandent, peuvent se voir infliger des amendes pouvant atteindre 250 000 $. Oui, vous avez bien lu, 250 000 $. Et là, il veut comme encore plus de restrictions. Je ne devrais pas rire hein, sur Zir, ils vont me poursuivre, ils vont fermer ma chaîne. C'est juste le son est bizarre, disons. Okay. Garde d'enfants gratuit, ben oui, puis là, il a cité le Québec. Garde d'enfants universelle gratuite. Au Québec, c'est pas gratuit, les enfants doivent payer. Il y a une liste d'attente interminable. Et ce qui est bien avec ça, c'est que tu commences l'endoctrinement des enfants par l'État dès la crèche, dès la maternelle. Dès les garderies, c'est-à-dire, oui, ça donne, au lieu de donner des congés parentaux, il aurait pu proposer de donner des congés parentaux aux parents, tu sais, ça aurait été déjà super, beaucoup mieux pour que le parent passe du temps avec son enfant, qui renforce le lien parent-enfant. Mais non, mettons-le tout de suite dans une espèce de truc gouvernemental, puis là, c'est un truc municipal où est-ce qu'il va être, tu sais, on ne sait pas qui s'en occupe. Savez-vous vraiment qui s'occupe de vos enfants là, dans les crèches? On ne sait pas qui s'en occupe, comment ils sont traités, c'est quoi l'idéologie des personnes qui s'occupent de vos enfants. C'est des radicaux d'extrême gauche avec les cheveux mauves, tu sais, puis qui leur disent déjà, dès l'âge de 2 ans ou 3 ans, tu es une petite fille, alors que c'est un petit gars, puis tu le sais pas, tu fais juste donner ton enfant à l'État. Ben oui.
Santé, sécurité, santé universelle locale. Encore une fois, qui va payer pour ça? Création d'un département de la sécurité communautaire axé sur la prévention et non pas la répression. Partout en Occident, les villes qui ont fait ça, qui ont laissé tomber la répression, on a besoin de répression. S'il y a pas de... Dès qu'il n'y a plus de conséquences pour les actions, les conséquences deviennent très légères. Le crime augmente partout. Ça a été essayé partout. Mais il continue sur cette ligne-là. Emploi et salaire, hausse du salaire minimum à 30 de l'heure. 30 de l'heure. 30 de l'heure. On va lâcher Radio-Québec. On va aller travailler dans un McDonald's à New York. 30 de l'heure. Imaginez le coût des Big Mac après ça. Tu vas voir ta facture de Big Mac, ça va être un Big Mac à 52 $. Le Big Mac à 50 €. Hein? Et promotion de l'apprentissage, formation professionnelle financée publiquement. L'État, la municipalité maintenant, parce que c'est municipal, là, c'est santé universelle. Est-ce que c'est du domaine municipal? Santé, là. Et là, c'est le salaire. Est-ce que, encore une fois, c'est du domaine du municipal, promotion de l'apprentissage, de formation financée par la ville. On pourrait dire dans certains domaines, dans les domaines, par exemple, l'école bleue qui travaille pour la ville, il pourrait y avoir de la formation financée par la ville. Ou, mais là, il hausse le salaire à 30 de l'heure. Pourquoi pas 50 rendu là? 50, voyons donc. Tu veux te faire élire à New York, 50. Et c'est ça le problème de la démocratie, c'est que tu te fais élire en racontant n'importe quoi, puis les personnes qui sont responsables fiscalement ont un désavantage. Alors que les personnes qui promettent n'importe quoi sont, surtout s'ils sont dans l'idéologie qui fonctionne avec les médias, là, sur la même ligne que les médias mondialistes, etc., ben, ils vont avoir un passe-droit, ils ne seront pas vérifiés, ils ne seront pas fact-checkés. Gel des loyers pour 2 millions de locataires en appartement. Gel des loyers, c'est-à-dire, là, imaginez, là, si les loyers sont gelés, il y a des conséquences à ça, encore une fois. Tu peux dire, ah, c'est super, les loyers sont gelés, mais c'est un marché, c'est-à-dire que les loyers augmentent parce que les salaires augmentent, parce que tu es près du centre-ville. Près du centre-ville, les salaires augmentent et donc le real estate, l'immobilier augmente. Quand l'immobilier augmente, ben, tu dois monter les loyers parce que les salaires ont augmenté, puis il y a de l'inflation. C'est un système, c'est un écosystème, ça, les loyers. Et à partir du moment où tu gèles les loyers, ben, il n'y a plus d'investissement là-dedans. Ça crée encore une fois des dysfonctionnements économiques, etc. C'est pas une question de capitalisme, c'est une question de libre marché. C'est ce libre marché. Des fois, il faut intervenir, mais c'est comme... Et donc, c'est ça. Finalement, c'est ça. C'est le camarade Mamdani qui a raconté n'importe quoi pour se faire élire, qui a été élu. Et sa première initiative, après avoir été élu, ça a été sa première sortie publique, ça a été dans une mosquée. Il a été acclamé au son de Allah Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is such a pleasure. Et voilà. Et l'ancienne, je me rappelle plus exactement, j'aurais dû le vérifier juste avant, Linda Sarsour, elle avait fait, je pense une représentante démocrate, elle avait fait le buzz il y a 5 ou 6 ans. Linda Sarsour a expliqué, en fait, en conférence de presse, que ce qui a fait élire Mamdani, c'est des super PAC musulmans. Right now, I'm a little more quiet because I'm on the quiet side of. Donc maintenant, je suis plus tranquille et je ne dirai pas vraiment ce que je pense, là, mais il va falloir éventuellement qu'on le sache que Mamdani a été élu par de l'argent musulman, par un travail communautaire concerté de la communauté musulmane. This race, but I'm going to tell you that once November 4th comes around, I will tell the story. The story is not just that it's random that Zohran ascended to this place. It is our Muslim American communities. And I'll also say that it's Muslim money. The PACs that have supported Zohran or a particular PAC that has supported Zohran
is probably over 80% of Muslim American donors in this country. High net donors, grassroots donors. And I want to make the point. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous explique quelque chose qu'on sait déjà, c'est-à-dire que quand on fait rentrer des immigrants dans nos pays, ils votent en fonction de leur communauté, c'est-à-dire ils votent de façon communautariste. Et donc, il y a un changement démographique qui amène des changements politiques nécessairement. Quand tu as une ville qui tombe à 50%, même 40 ou 30% musulmans, ben, ils font élire un maire musulman, puis après ça, imposent leurs trucs, comme la ville de Hamtramck au Michigan, qui était une ville de l'industrie automobile. Et au cours des 20 dernières années, il y a plein de Yéménites et d'autres représentants de la communauté musulmane qui sont rentrés, ils sont devenus majoritaires, et là, ils contrôlent le conseil de ville et imposent leurs lois. C'est la première ville aux États-Unis qui est devenue à majorité musulmane. On a soutenu les immigrés pour l'appel à la prière et maintenant, ils menacent nos droits. Dans cette petite ville américaine, la communauté LGBT se sent trahie par le conseil municipal majoritairement musulman. Hamtramck, banlieue de Détroit, nord-est des États-Unis. Pendant des décennies, cette petite ville du Michigan a été une enclave d'ouvriers polonais catholiques attirés par les emplois dans les usines automobiles. Déclin industriel oblige, ces 30 dernières années, les immigrés yéménites, bangladais et pakistanais notamment ont afflué à Hamtramck, qui est devenue en 2013 la première commune à majorité musulmane des États-Unis, une sorte de laboratoire de l'Amérique. Autre grande première, tous les conseillers municipaux sont des hommes musulmans et le maire est un yéménite. Je suis fier d'avoir des membres de ma communauté à la mairie. On se sent plus à l'aise car ils nous comprennent. En 2020, la municipalité a essayé de faire fermer les magasins de cannabis sans succès puisque le Michigan l'a légalisé. L'an dernier, la douzaine de mosquées. Et en 2015, Hamtramck est de permettre l'appel à la prière par haut-parleur. En 2004, la municipalité Bangladesh ou encore une boulangerie de Paxi Halal. Aujourd'hui, 39% des 28 000 habitants de la ville sont d'origine yéménite et 26% du Bangladesh. En 2004, la municipalité à majorité blanche a été l'une des premières aux États-Unis à permettre l'appel à la prière par haut-parleur qui résonne désormais 5 fois par jour de la douzaine de mosquées. Et en 2015, Hamtramck est devenue la première commune à avoir un conseil municipal à majorité musulmane. Aujourd'hui, autre grande première, tous les conseillers municipaux sont des hommes musulmans et le maire... Il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas de volonté d'intégration, il y a une volonté d'imposer. C'est la même chose en Angleterre, c'est la même chose en France, c'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose en Suède. Il n'y a pas de volonté d'intégration et il y a la volonté de vivre, d'imposer, de prendre du territoire puis d'imposer sa culture. C'est le reste des gens qui vous disent le contraire, c'est des pelleteux de nuages, des gauchistes imbéciles sans aucun contact avec la réalité. Ça, c'est... Hamtramck, il y en a d'autres aussi. Hein. Abdullah Mahmoud remporte l'élection aux États-Unis et les États-Unis comptent désormais 2 dirigeants musulmans. Et donc, c'est inexorable. Ça va être, c'est mathématique en termes de démographie. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Si on ne fait rien, si on ne fait pas pression sur nos politiciens, ça va être comme ça. Des villes comme Hamtramck, ça va se reproduire partout. Là, aux États-Unis, c'est plus nouveau aux États-Unis, mais c'est comme ça depuis longtemps en Angleterre, en France, en Suède, en Allemagne, etc. Et je vous montre un peu, donc il est allé dans la mosquée au son de Allah Akbar, qui pourrait juste dire Dieu est grand, mais suite à une victoire, ça fait un peu... en tout cas, c'est que c'est pas juste Dieu est grand non plus, il y a différentes connotations à ça. Et on les voit prêcher, on s'était habitué à New York, là, les gratte-ciels, un peu comme la mafia italienne, un peu, les règlements de compte, et puis Wall Street. Il y a une certaine aura à New York, mais c'est plus nécessairement comme ça. Ça nous démontre la rapidité des changements démographiques. We're done hiding. We're done. We're done being tortured and hurt and judged. This is the correct religion. This is the religion that all of humanity needs to be upon of Islam. Ça, c'est à Times Square à New York, hein? C'est en plein milieu de New York. We will not stop until it enters every home. So I want you to repeat after me. I want to hear it in every single district. It should tremble. Brooklyn should hear it. The Bronx should hear it. Queens should hear it. Say it as if the Ummah depends on this, my brothers and sisters. La ilaha illallah!
The one true God, Allah, the God of Abraham, Takbir! Allahu Akbar! Over 1 million people pass through this. Thousands, hundreds of different countries come through over here, different languages, different ethnicities, different religions. And our job is to teach the world about the Quran. So we gave out at least 1,000 Qurans tonight, fully gone. This is the last Quran that we have. Times Square. À Times Square. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله. That what we as Muslims want to implement here in the United States, we believe the Constitution should be replaced by the Quran. First move that I will do, I will abolish the Constitution and I will... Donc ça, c'est différents imams qui prêchent. Ils disent la première chose qu'ils feraient, c'est abolir la Constitution américaine et la remplacer par le Coran. C'est aux États-Unis, c'est-à-dire ce sont dans des mosquées américaines. Establish the only logical and rational Constitution, which is the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When it comes to spreading Islam on a state level, on a societal level, that method prescribed is jihad. So know this, that Islam will enter every house. Every house. Don't worry about the Islamophobes. They can yap all they want. Their children will be Muslim. Ne vous en faites pas avec les islamophobes. Leurs enfants seront musulmans. C'est ce que j'expliquais en début de Web Journal. Et démographiquement, on s'en va là. C'est-à-dire que, comme je le dis, on n'est plus sur une ligne égalité-réconciliation. Si le phénomène continue, si on veut sauver, on se dirige vers le clash. Si on n'arrête pas l'immigration, on se dirige vers le clash. Ouais, c'est ça. Si on veut sauver ce qui reste de la civilisation occidentale, on va devoir faire des choix. Et là, le choix, c'est, par exemple, est-ce qu'on continue avec les frontières ouvertes, faire rentrer des personnes qui ont un agenda, clairement, et puis qui ne veulent pas s'intégrer, puis qui, à chaque fois qu'ils ont la possibilité, votent pour les leurs, pour imposer leurs lois, etc. Ou bien on met un terme à ça et on se tourne plutôt vers l'automation, comme le Japon. Vous voyez, comme les robots dotés d'intelligence artificielle pourraient être la clé pour prendre soin de la population vieillissante du Japon. Hein? Au lieu d'avoir une infirmière avec un hijab qui est peut-être gentille, d'autres non, mais qui est dans sa communauté, puis qui est comme dans ses affaires, puis qui, il y a comme de l'automation qui pourrait être utilisée pour ça. On n'a pas nécessairement besoin, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'immigration à faible niveau informationnel, alors qu'on nous dit depuis au moins 15-20 ans qu'on se dirige, on est des sociétés de l'information et on se dirige vers l'automation, vers l'intelligence artificielle, etc. Avant de continuer ici, regardez ça ici, c'est qu'on nous annonce depuis déjà des années que 2 secondes, unlock. On nous annonce depuis déjà des années que l'intelligence artificielle va prendre des jobs et que l'automation aussi va prendre des jobs. Donc, de 30% d'ici une décennie ou deux, des emplois vont disparaître au profit de l'intelligence artificielle et avec l'automation, éventuellement, ça va être 50%. Donc, vous voyez ici, Forbes Magazine, ces emplois seront les premiers à disparaître à mesure que l'IA prendra le contrôle du lieu de travail. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin nécessairement d'avoir beaucoup de comptables ou même les conseils juridiques d'avocats vont se retrouver, tout ce qui est au niveau du logiciel, on a fait ce choix-là en Occident, c'est-à-dire qu'on a laissé la production industrielle au tiers-monde et nous autres, on s'est concentré plus sur les services et sur... or, c'est comment je pourrais dire, la contrepartie de ça, c'est que l'intelligence artificielle peut remplacer tout le travail cognitif ou presque. Par exemple, tu dessines un édifice, comme pour l'architecture. Tu dessines un édifice, tu as un designer qui fait ton édifice, puis après ça, pour toute la construction, les matériaux, etc., le passage de la tuyauterie et tout, l'intelligence artificielle peut faire le travail. Même chose avec la médecine. Une partie de la médecine peut être faite par l'intelligence artificielle et même certaines opérations pourront être faites par des
par de l'automation. L'IA remplace déjà l'école blanche. Les économistes préviennent qu'elle a encore un fort potentiel de croissance. Ici, ça c'est un rapport devant le Congrès, devant le Sénat américain. Près de 100 millions d'emplois aux États-Unis pourraient être perdus à cause de l'IA et de l'automation, nous dit un rapport du Sénat. Déjà, ici au Canada, il y a des sites de nouvelles qui commencent à remplacer les journalistes par l'intelligence artificielle. IA, la Fédération professionnelle des journalistes, dénonce les abus. Est-ce que j'ai le clip ici? Est-ce que j'ai le clip? J'avais un petit clip où est-ce qu'on parlait justement, c'est un reportage de Radio-Canada qui parle de, c'est ça ici, je pense. Incroyable. On n'arrête pas le progrès. Est-ce que c'est du progrès? Voici vos nouvelles Arsenal Média. La violence envers le personnel de soutien scolaire est en hausse. Ce que vous entendez, c'est la voix d'une lectrice de nouvelles générée par l'intelligence artificielle. Les bulletins radio d'Arsenal Média sont produits et vérifiés par de vrais journalistes, mais le soir, certains sont lus par l'IA. Une expérimentation justifiée par le manque de reporters, selon Arsenal Média. C'est pas facile de trouver des journalistes. C'est pas une question de salaire, c'est plus une question d'offre et de demande actuellement. Moi, je vous dirais d'instinct, je n'achète pas trop cet argument-là. Le président de la Fédération professionnelle des... Imaginez si on avait une IA qui était réellement basée sur la vérité et non pas la propagande. Vous allez me dire que je rêve un peu, là, mais parce que quelqu'un programme l'IA, c'est vrai. Mais si on faisait en sorte que la programmation était neutre et objective, on pourrait se défaire de toute la merde médiatique. Et donc, les mensonges et, par exemple, sur les changements climatiques, là, si on avait une IA qui vérifiait, la réalité des données, c'est le fait que, par exemple, qu'ils mettent les senseurs au niveau du sol près de l'asphalte pour augmenter de 1 ou 2 degrés la captation, la chaleur efficace, la chaleur réelle. Si une IA avait ces informations-là, vous comprenez ce que je veux dire, pourrait faire en sorte de couper cette espèce de la propagande climatique, etc. Et la même chose sur tous les sujets. Les journalistes mentent, déforment, modifient les faits, sont sélectifs, etc. Si on avait une IA qui réellement objective, genre un conseil de l'humanité, et puis au lieu d'aller, par exemple, à la COP 30, là, manger du caviar, augmenter son empreinte carbone, s'il y avait comme justement un forum international annuel de l'intelligence artificielle où les pays s'entendaient sur un certain nombre de choses, sur des trucs objectifs et tout, on pourrait se débarrasser des propagandistes, des médias et tout ça. Je rêve un peu comme ça, là, mais tout ça pour dire que c'est ça, l'IA est en train de... On nous dit que l'IA et l'automation vont remplacer tous les jobs et d'un autre côté, il y a comme nos entrepreneurs qui sont accros aux emplois comment je pourrais dire, là? Je perds mes mots, là. Aux emplois faiblement rémunérés, au cheap labor, c'est ça que j'essaie d'éviter comme expression, au cheap labor, la main-d'œuvre à faible coût. Et c'est pour ça qu'on fait rentrer des personnes du tiers-monde pour combler les besoins en main-d'œuvre. Mais on peut tout remplacer ça par l'automation et l'intelligence artificielle. Vous voyez ici, comme par exemple, café robotisé japonais montre comment les avatars peuvent favoriser les liens humains. Ici, à Tokyo, un robot professeur donne son premier cours dans une école de Tokyo, etc., etc. Vous voyez ici des cafés où ce sont des robots qui viennent servir le thé, etc., etc. Tout ça permet aux Japonais de conserver leur identité culturelle au lieu de faire venir des centaines de millions de migrants, détruire le Japon, imposer leurs normes, prendre le contrôle de leur ville, etc., etc. Ils ont de l'homogénéité culturelle et tout ce qui vient avec, les bienfaits qui viennent avec l'homogénéité culturelle. Même chose, et c'est le contraire en Suède, finalement. En Suède, je prends l'exemple contraire, eux, ils sont en train d'être complètement remplacés
Hein, c'est-à-dire que c'est plus juste les conseils municipaux qui tombent, c'est que la population est littéralement en train d'être remplacée par une autre, c'est un remplacement de population complet, et ça mène à des divisions, on en a parlé dans différents webjournaux, à des émeutes, à des clashs de civilisation, l'échec du multiculturalisme suédois, des dizaines et des dizaines de no-go zones. Il y a 61 no-go zones en Suède, des zones où la police ne peut plus rentrer parce que ce sont des criminels. Le taux de crime est trop élevé, la police se fait attaquer dès qu'elle entre, et ce sont des quartiers qui ont été construits pour les migrants. Ils ont stationné dans des quartiers. League Police Report Numbers of No-Go Zone has risen to 23, et dans certains cas, ça monte jusqu'à 61. La Suède, etc., etc. Donc, et là, maintenant, ils se sont rendus compte de leur erreur. Ça brise le tissu social. Les crimes sont en hausse. Les viols sont en hausse. Et là, tu sais, c'est ça. Il y a toutes ces jeunes filles qui étaient toutes contentes à l'idée d'être ouvertes sur le monde et de faire rentrer tous ces immigrants. Et là, finalement, qui se font violer. La Suède a un des plus hauts taux de viol en Europe. Et là, les Suédois, hein, ouais, c'est... Sweden will offer migrants $34,000 to go home. La Suède va offrir $34,000 aux migrants pour retourner chez eux. Imaginez, là, que tu leur as construit des quartiers, etc. Ça ne veut pas s'intégrer. Puis là, finalement, le pays le plus ouvert du monde, le pays, une politique étrangère féministe, c'est comme ça qu'ils pas de patriarcat, là. Finalement, se sont rendus compte de leur erreur et offrent aux migrants $34,000 pour retourner chez vous. S'il vous plaît, retournez chez vous, là. Or, c'est ça. Ça, c'était. Donc, il y a deux possibilités. Vous voyez, c'est ce que j'explique. Il y a soit on y va avec l'IA, l'automation, etc., et on fait le saut vers le futur, ou bien on reste pris avec des entrepreneurs qui sont accros à une main-d'œuvre bon marché et qui refusent de faire les investissements pour le développement technologique. Vous voyez, c'est-à-dire que ils sont habitués à faire du profit à court terme et ne pensent pas à long terme. À long terme, on serait mieux, en tant que de société, pas juste au Québec, mais partout, là, de faire le pari de l'automation afin de préserver notre identité culturelle. Mais finalement, c'est ça, c'est-à-dire qu'on préfère utiliser de la main-d'œuvre bon marché, ce qui fait en sorte qu'on repousse les investissements. On est accro à du rendement de trimestre en trimestre au lieu de faire le saut par en avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, il y a Elon Musk qui a dit ici, dans une entrevue, il y a une dizaine de jours, il était encore, pour une deuxième fois, il était à Joe Rogan. Et il le dit, hein, c'est-à-dire, oui, et là, je n'ai pas regardé le chat, mais il y a sûrement des gens qui disent, ouais, mais l'intelligence artificielle ici pourrait nous détruire, etc., etc. Oui, Elon Musk l'évoque dans ses scénarios, il parle à Joe Rogan, il dit deux choses qui sont intéressantes. Il dit, dans le meilleur scénario, finalement, par exemple, dans 60, 70 ans, dans un siècle, avec l'automation puis l'intelligence artificielle, les humains n'ont plus besoin de travailler. Tout le monde vit comme des seigneurs, c'est-à-dire c'est comme si tu étais comme un Romain, un citoyen romain, un patricien riche, puis tu avais comme plein d'esclaves, tes robots, c'est pas des humains, c'est des robots. Les robots font tout ce que tu... font le ménage, font des trucs, et puis, tu sais, cultive ton... Ça fonctionne avec un niveau de population réduit, ça. Tu vois, tu as comme ton terrain, tu as ta voiture, les routes sont dégagées, il n'y a pas un surplus de population. L'autre optique, c'est un surplus de population, les transports en commun bondés, un tissu social qui se déchire. En tout cas, il dit ça, c'est toutes des possibilités, mais il dit il y a aussi le scénario où l'intelligence artificielle se retourne contre nous. C'est-à-dire l'intelligence artificielle devient comme... comme dans les scénarios comme à la Terminator. Il ne faut pas négliger ça. Ça pourrait arriver. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Et l'intelligence artificielle, puisque c'est de l'intelligence, c'est comme ça fonctionne d'une certaine façon comme une intelligence, là, pourrait se retourner contre les humains. Elle pourrait comme mettre, par exemple, donner des conseils, dire fais ça, voilà ce qui est le plus optimal si on faisait ça comme ça, puis les humains ignorent systématiquement ce que l'intelligence artificielle dit, puis là, finalement, l'intelligence artificielle voit que le problème, c'est les humains, plus que... et là, qu'elle automatise la production de robots et on se retrouve dans un scénario à la Terminator. Ça, c'est une autre possibilité. Mais encore une fois, c'est-à-dire que comme toutes les avancées technologiques, il va falloir que ce soit balisé.
Et on peut baliser l'intelligence artificielle. On peut, au lieu d'avoir des trucs sur les changements climatiques, on pourrait avoir des forums sur l'intelligence artificielle. Au lieu d'avoir des traités, pas au lieu, mais en plus d'avoir des traités sur le nucléaire, ce que Trump veut là, présentement, il veut renégocier les traités nucléaires avec la Russie, il veut dénucléariser. Ça a l'air paradoxal parce qu'il dit on va recommencer les tests, mais c'est comme ça avec Trump. C'est comme quand il dit Canada 51e État, alors que ce n'est pas son objectif. C'est un vendeur. Et donc, il recommence les tests, puis après ça, là, finalement, il va signer avec la Russie un nouveau traité de dénucléarisation. Mais comme il y a eu des traités de dénucléarisation, il peut aussi y avoir des traités sur l'intelligence artificielle, des caps, etc., etc. Et donc, parce qu'on ne retournera pas en arrière, c'est comme à partir du moment où est-ce qu'on a utilisé ou on a utilisé une machine à coudre, il n'y a personne qui revient avec le fil et l'aiguille, sauf pour les petits travaux. Là, hein. On s'entend, même chose avec les machines à textile, à partir du moment où est-ce qu'on est capable de créer des draps à l'infini, puis du textile facile, on ne retourne plus au métier à tisser, il n'y a plus personne qui va faire ça. À partir du moment où est-ce qu'on a les guichets automatiques, il n'y a plus aucune institution qui va garder genre 3 fois plus de guichets ouverts avec du personnel alors que ça peut se faire de façon automatique. Même chose avec les ordinateurs, même chose avec la Gutenberg et la machine à imprimer. L'impression, il y a plus, à partir du moment où on a inventé la machine à imprimer, je pense qu'il y en avait aussi en Chine, mais bon, il n'y a plus personne qui va retourner aux copistes, tu sais, les gens qui transcrivent un livre à la main, là, ça n'existe plus à partir du moment où est-ce qu'on peut imprimer les choses. Même chose avec la machinerie agricole, on ne retournera plus en arrière à partir du moment où est-ce qu'on est capable de travailler les champs de façon extrêmement efficace, à grande échelle, pour produire plus de nourriture, pour nourrir plus de personnes sur la Terre. On ne retournera pas, sauf dans certains cas, peut-être, là, on ne fera pas rentrer la pâte à dents dans le tube de pâte à dents. À partir du moment où c'est sorti, on ne retourne pas en arrière. C'est aussi la même chose avec l'intelligence artificielle. On ne retournera pas en arrière. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre des caps là-dessus. Et oui, ça pourrait, comme je le disais, ça pourrait détruire, encore une fois, ça pourrait être une des menaces à l'humanité, mais le pouvoir nucléaire, il y en a beaucoup des menaces à l'humanité, là. Hein? Ça devient très complexe. Donc, il y a le pouvoir, on pourrait être détruit par un holocauste nucléaire. Il pourrait y avoir une guerre nucléaire. Ça aussi, il pourrait y avoir une éruption solaire qui détruit l'humanité. Genre, à tous les 12 000 ans, là, il y a comme le Soleil a comme une espèce de rotation, puis c'est comme, c'est un reset à zéro, on grille, et puis il pourrait y avoir une pandémie, une vraie pandémie cette fois, ou comme un zombie apocalypse. Ça aussi, il pourrait y avoir un astéroïde qui nous détruit. Il y a beaucoup de menaces, tu vois. Il pourrait y avoir comme un méchant comme Hugo Drax, comme dans Moonraker, là, le film Moonraker de James Bond, Hugo Drax qui veut détruire l'humanité. C'est un peu comme Bill Gates peut-être. Donc, il y a beaucoup de menaces à l'humanité. Et l'intelligence artificielle, comme toutes les autres, pourrait devenir une menace, etc. Mais généralement, on est capable de s'en sortir. L'humanité est capable de raisonner et de s'en sortir. L'autre péril, c'est de devenir comme dans le petit film, le Wall-E, le petit robot, où est-ce que les humains deviennent obèses et alors que tout est automatisé, les humains ont comme plus de motivation, ils deviennent obèses et puis mais si on fait bien ça, la probabilité est que ça va massivement aider l'humanité. C'est-à-dire qu'on va optimiser dans tout. Et ce que je voulais dire ici, dans tout ça, ici, avec toutes ces inventions-là, c'est que ça fait perdre du travail. La machine à tisser, comme ça ici, ça fait perdre des milliers d'emplois. Tu vois, la machinerie agricole, ça fait perdre des milliers d'emplois. Mais les emplois sont, évidemment, on trouve des nouveaux, on trouve des nouvelles occupations et c'est comme ça que l'humanité avance. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'intelligence artificielle fait perdre des emplois qu'on doit mettre une croix là-dessus, alors que ça a le potentiel de massivement d'optimiser le bien-être de l'humanité, si c'est bien fait. Voilà. OK? Donc, tout ça pour dire qu'on est censé faire un bond vers l'avant avec l'automation, et ce qui nous permettrait de
arrêter d'ouvrir les portes et de faire entrer des centaines de milliers, des millions d'immigrants ici pour des emplois bon marché. Faisons le pari du futur, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce web journal-ci. Gardons notre cohésion au lieu d'avoir ça, là. Voilà. Donc, en plus de ça, c'est-à-dire que d'une part, on ouvre les portes et on fait rentrer comme des dizaines de millions de migrants en Europe, en Occident, qui prennent le contrôle des institutions politiques, qui imposent leurs lois, etc. Mais d'un autre côté, ça vient tout de la gauche mondialiste. D'un autre côté, ça m'a scandalisé. On nous propose la stérilité comme modèle de société. Vous voulez que je me promène avec ça dans l'Assemblée nationale? C'est pas vrai! Ah, mais si c'est pour convaincre François Legault, je vais le faire. C'est la loi. Très cher. Écoute, moi, je suis là pour ça. Non, malheureusement. Elle se promène à l'Assemblée nationale du Québec. Ça, c'est mon ancienne flamme, Ruba Gazal, qui se promène à l'Assemblée nationale du Québec avec un stérilet gratuit et la pilule contraceptive gratuite. Alors ça, c'est une autre immigrante qui est arrivée au Québec et puis là, qui propose comme modèle de société la stérilisation, pas la maternité. On ne va pas renforcer la maternité. C'est pas la maternité qui est une belle chose. C'est la stérilisation. La recherche n'est pas encore rendue là. On c'est encore un pas sur les femmes, un pas sur mes épaules. Je suis très heureux de savoir que Québec solidaire est... La maternité est un poids au lieu d'être une belle chose. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Et c'est ça. En fait, il y avait ici le truc Orban au bureau ovale. Viktor Orban, le président de la Hongrie, était au bureau ovale avec Trump cette semaine et il expliquait justement que l'Union européenne lui impose des amendes de 1 million de dollars, 1 million d'euros par jour où il refuse des migrants. C'est-à-dire que l'Union européenne force les États membres à prendre de l'immigration de masse. C'est forcé, là. C'est de l'immigration, c'est de la diversité forcée. Je ne me rappelle plus si c'est Sarkozy qui disait le défi du métissage, on va venir cogner à votre porte pour vous forcer à vous métisser. C'est Sarkozy qui disait ça, hein? Pour vous forcer à vous métisser. On va détruire la cohésion nationale des États, de la société. On va vous forcer à vous métisser. Et là, c'est ça. Les pays qui refusent de l'immigration de masse payent des amendes de 1 million d'euros par jour à l'Union européenne. C'est scandaleux. Et là, en France, il y a plusieurs YouTubeurs qui filment ce que sont devenues les villes françaises, là, où est-ce qu'on n'est plus en France, on est en Afrique, partout, là, tu filmes, puis il y a juste des Africains, puis c'est comme... quand tu filmes ça, tu te fais arrêter, il faut le mentionner, là, il y a plusieurs en France qui se sont fait arrêter parce qu'ils ont montré l'état de décrépitude et du niveau du remplacement de la population en France. Ils se font appeler au parquet, là. Tu sais? Pour devoir répondre de ce qu'ils sont en train de faire. Ils viennent cogner à votre porte. Comme en Angleterre, là, si vous avez des doigts en Allemagne, vous avez des tweets contre l'immigration, la police vient cogner à votre porte. Éventuellement, ça va être comme ça ici aussi. Hein. Et donc, Orban qui disait justement... Je vais le trouver, il faut que je fasse attention. Merde. Orban... Incroyable. Clarification. In Hungary, the number of illegal migration is like that, zero. Because we have a crystal clear system. If somebody would like to come to Hungary, first he should ask for that. If he gives the permission, they can step in. Nobody can step on the territory of Hungary without having a permission from the Hungarian authorities. This is the regulation, simple, well working. What is the consequence of that? We are under sanctions, financial sanctions of European Union, because we don't let the illegal migrations to come to Hungary and to the European Union as well. So we have to pay, just to inform you, we have to pay every day 1 million euro as a punishment to the Brazilian budget. Ils doivent payer 1 million d'euros par jour en pénalité parce qu'ils ne prennent pas d'immigration clandestine. Ouais, c'est scandaleux comme politique. C'est une politique délibérée de remplacement de population. C'est des illégaux, là.
Et par la suite, dans l'avion, dans son retour à la Hongrie, il disait que c'était un combat civilisationnel. C'est-à-dire la civilisation occidentale est à la croisée des chemins et on doit faire des choix présentement, là. Zajlik ma a nyugati világban egy civilizációs szintű küzdelem azért, hogy milyen legyen az a valami, amit nyugatnak nevezünk. Ugye mindig is hagyományosan volt egy nagy küzdelem a nyugati politikában, fogalmazunk úgy, hogy a jobb oldal, vagyis azok, akik benne maradtak a keresztény nemzeti nyugati hagyománykörben, és ezeken az alapokon építenek föl politikai programokat, és azok között, akik kiléptek vagy kiestek ebből a hagyományból, ez a baloldali progresszív világ, akik szintén rendelkeznek egy elgondolással a világról, és globalisták, ezek építik a maguk hatalmi rendszerét. Ez a csata zajlott, vagy zajlik 150 éve Európában. És a liberális global... Donc, c'est ça, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. C'est de la matière à réflexion et je pense que la meilleure façon on l'a expliqué, c'est un autre web journal dans une série avec Endgame, il y en a eu plusieurs, là, Alligator, Alcatraz, il y en a eu d'autres les années précédentes, sur les orientations de la civilisation occidentale. Ça s'inscrit aussi dans la dernière croisade quand on dit que l'ennemi est intérieur. C'est pas que les mondialistes, c'est aussi ça, ceux qui gardent les portes ouvertes et qui, comme l'Europe, hein, l'Union européenne, qui impose des amendes. Finalement, c'est même pas si pire que ça. 1 million d'euros par jour, ça fait 365 millions d'euros par année. N'importe quel, c'est quoi le budget de la France? Tu peux payer ça, cette amende-là. N'importe quel pays peut payer ça. Ça prend juste la volonté. Et la volonté, il y en a en Hongrie. Ils ont la volonté de défendre leurs racines chrétiennes. Et à partir du moment où est-ce qu'on a coupé les racines de l'arbre, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien. C'est ça, on est rendu là dans la société, dans la civilisation occidentale, c'est qu'il y a des gens qui essaient de nous couper de nos racines. Puis là, moi, je parle, je ne suis pas baptisé, là. On s'entend, vous connaissez mon histoire. Mais je pense que c'est important si on veut vivre en paix dans une société, de préserver nos racines, de préserver notre histoire et d'arrêter de tout foutre, de jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain, puis de tout foutre par la fenêtre. C'est ça qu'on est en train de faire présentement. OK? Voilà. Alors, voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On remercie encore une fois ceux qui ont fait, et non pas la stérilité. Le truc, c'est que, c'est ça, avant de pouvoir remettre la famille au centre des préoccupations politiques, la famille hétérosexuelle, parce que c'est ça une famille, hein, c'est une famille hétérosexuelle, c'est parents-enfants, hommes, la distinction homme-femme, parents-enfants, le codex humaniste, comme dit Lucien Cerise, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. Il y a eu beaucoup d'endoctrinement, des décennies d'endoctrinement, et c'est ça, ça va devoir, bien que ce soit louable, d'essayer de rétablir ça, de faire en sorte, oui, de préserver certaines valeurs traditionnelles, les valeurs humaines. Il faut aussi penser que, c'est ça, il y a la question de l'automation, et donc, ça serait à court terme, parce que, par exemple, si dès demain matin, on remettait sur les rails comme tout le système familial traditionnel avec l'État qui ne se mêle pas trop de la vie familiale, et ça prendrait quand même 25 ans avant une génération, ça prendrait quand même 20 ans, 25 ans, peut-être 30 ans avant d'avoir une force de travail qui arrive sur le marché. Or, on a des besoins en main-d'œuvre quand même criants maintenant, et donc, en ce qui concerne le court terme, moi, je miserais sur un bond vers le futur au lieu de faire ouvrir les portes et faire rentrer des populations exogènes qui sont clairement incompatibles et qui détruisent les tissus sociaux. Voilà. C'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Tout ça, une réflexion sur Zoran Mamdani. C'est du pain béni pour le camp Trump, parce qu'ils vont pouvoir expliquer quelque chose comme ce que je vous explique dans ce web journal-ci, mais à l'ensemble du peuple américain. C'est comme le fait d'avoir Joe Biden à la présidence. Ça a permis aux Américains de voir c'était quoi les conséquences du programme de la gauche mondialiste. C'est le précipice, là. Mais là, ça ici, c'est encore Mamdani, ça va être... Ça donne du poids à ça va donner du poids à beaucoup des actions du président Trump. Voilà.
Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui, en cette première journée de neige sur Montréal. On remercie ceux qui continuent à nous appuyer. C'est important de le faire régulièrement. On fait notre appel comme d'habitude. Vous savez comment nous aider. Donc, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5. Si les gens font des chèques en euros, c'est à mon nom personnel. Les chèques canadiens, c'est au nom de la compagnie. J'ai déjà expliqué pourquoi il y avait cette distinction-là. C'est une distinction comptable. Par virement Interac, vous les avez ici, alexis@radioquebec.ca. Par PayPal, etc. Et aussi, on donne les indications sur la façon de nous aider par carte sur le site pour que Radio-Québec puisse continuer à produire des webjournaux et de l'information extrêmement... J'allais me lancer des fleurs, mais disons pertinente, intéressante. Si on écoute ce que vous en pensez, vous pensez que c'est intéressant ce qu'on explique. Alors, voilà. Le réchauffement climatique, c'est terminé. Hein. On n'a pas besoin de mettre beaucoup d'efforts là-dessus. Ça va s'éteindre tout seul. C'est terminé. C'est comme les trucs transgenres, tout ça, ça prend du temps. C'est comme, c'est comme le tour de potier. Tu sais, les tours de potier là, pour la poterie. Là, c'est comme si on avait arrêté de donner de l'énergie à ça. Et puis, ça va graduellement arrêter par la force des choses. Ça va se stabiliser, puis ça va arrêter. Le problème, c'est l'immigration. J'ai expliqué en début de Web Journal qu'il y avait les trucs climatiques, la destruction de l'identité de genre, et il y avait l'immigration en termes et l'immigration était le problème le plus criant parce qu'à partir du moment où est-ce que, par exemple, à Hamtramck, Michigan, où est-ce qu'ils ont pris le contrôle du conseil municipal, puis tu as l'appel à la prière en public 5 fois par jour dans les rues de Dearborn, de Hamtramck, Michigan, mais c'est difficile de retourner en arrière. Tu peux pas comme... parce qu'ils ont la citoyenneté, puis c'est comme... c'est correct d'une certaine façon, mais c'est ça. Qu'il y en a 1, 2, 3, correct, mais pas à grande échelle, pas sur la tendance à long terme. Encore une fois, la perspective de Radio-Québec, c'est sur une tendance, c'est vision synoptique, c'est sur une tendance à long terme. Donc, faites pression sur vos politiciens. Fight, fight, fight. C'est ce que je voulais dire aussi en passant dans la dernière croisade, que je ne l'ai pas dit, c'est-à-dire que c'est important qu'on s'implique dans les conseils scolaires. Impliquer la gauche, là, la gauche a un ground game fantastique, c'est-à-dire la gauche mondialiste contrôle les élections municipales. Merci, Tipit. La gauche mondialiste contrôle les élections municipales. Ils sont comme partout, les écoles, etc. Ils ont graduellement, là, quand ils ont pris le contrôle de la culture, c'est ce qu'on expliquait la dernière fois, quand ils ont pris le contrôle de la culture, ils ont pris le contrôle des institutions culturelles, etc. Eh bien, il faut s'impliquer, nous autres aussi, hein, si on veut récupérer. C'est ça, fight, fight, fight. Et donc, conseiller municipal, allez-y pour conseiller municipal, allez-y pour, prenez votre carte des partis, allez dire ce que vous pensez dans certaines des réunions, et vous allez voir, il y a d'autres personnes qui pensent comme vous. Des fois, ça ne fonctionnera pas, puis vous allez comme retourner à la maison, vous dire « Ah, merde, et puis ça n'a pas marché, etc. » Mais d'autres fois, ça va marcher. Si on n'essaie pas, on n'a rien. Il faut réinvestir le politique. Il faut aussi faire pression sur les politiciens. S'il y a comme une personne qui leur dit « Ça suffit l'immigration », bien, ils ne vont rien faire. Mais s'il y en a 50 qui leur disent « Ça suffit l'immigration », puis tu as comme la moitié du conseil de circonscription qui leur dit qu'ils ne veulent rien savoir, ben c'est ça. C'est Montréal-Est, la circonscription de Montréal-Est, c'est non. Et puis l'autre, La Salle, Villemort, c'est non. Et puis Joliette, je ne sais pas trop quoi, c'est non. Et puis, il faut s'impliquer, c'est ça. Là. Si on veut changer les choses, il faut s'impliquer. Voilà. OK. Oui, faites des bébés, ben oui. Faites des bébés. Est-ce qu'on... Je pense pas qu'on a besoin d'un web journal pour vous expliquer comment faire des bébés, right? Édition spéciale à minuit 17 le soir, comme Bleu Nuit, là. Non, OK. Voilà. Qu'est-ce que je pense de Pierre Saint-Paul Plamondon? Beaucoup
beaucoup de mauvaises choses. Je ne pense pas qu'il y a l'étoffe de quelqu'un qui pourrait faire l'indépendance. Quelqu'un qui pleure devant les caméras, là, clairement, c'est pas comme un George Washington qui va faire l'indépendance. Cependant, étant donné que je vais vous révéler une vérité ici, là, bizarre, mais étant donné que le Parti québécois je vais voter pour le parti qui va réduire le plus l'immigration, qui va être le plus dur sur l'immigration, comme qui va proposer de fermer les valves, là, comme qui va prendre des mesures pour contrer le fédéral, qui va vouloir se battre. Là, s'il y a un parti qui veut se battre sur l'immigration, ben c'est le parti qui va avoir mon choix, même si il dit qu'il va couper les moteurs à essence en 2030, on sait que ça ne se passera jamais. Même s'il y a des folies genre économiques ou l'égalité, whatever. L'immigration, c'est, comme je vous dis, c'est mon bottom line. C'est la politique plancher, c'est l'immigration. Puis le reste, c'est plus facilement changeable. L'immigration, c'est pas changé. Donc, le parti qui va avoir la position la plus claire et la plus réductrice en termes de nombre sur l'immigration, c'est le parti qui va avoir mon vote. Puis présentement, c'est le PQ. Duhem nous a trahis en passant. Je vais revenir là-dessus éventuellement. Duhem nous a trahis. Et même à l'intérieur du Parti conservateur, les gens se sont rendus compte que Duhem avait trahi. Il y a eu des réunions de directeurs de circonscription. Les gens se disaient, la majorité des directeurs de circonscription disaient, ils ont mis des bâtons dans les roues pour qu'on ne gagne pas la campagne. On l'a vu aussi, ne pas se présenter au débat, donner carte blanche à Legault, changer, etc. Donc voilà. OK. Moi, c'est l'immigration, là, mon truc. Parce que j'ai un fils. Si j'étais, tu sais, les enfants, souvent, tu regardes, regardez les gens que ça ne dérange pas l'immigration. L'immigration, ça ne les dérange pas trop. Puis c'est comme. Puis là, demandez-leur, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'ils ont des enfants? Tu sais? Puis est-ce que vous voulez, tu sais, est-ce que vous voulez vraiment, genre, tu sais, ça, tu sais, des classes où est-ce qu'il n'y a pas un seul enfant québécois, français, allemand ou whatever, ou américain, puis que ce sont tous des immigrants de la nouvelle génération, tu sais, je veux dire, tu sais, on était fiers à un moment de notre, c'est l'épopée française en Amérique, ça a été ça le Québec pendant longtemps, là. L'épopée française en Amérique, tu sais, les colons français, on a défriché la terre, on a créé un système de loi, et puis, tu sais, là, c'est fini. Si on ne règle pas la question des changements démographiques, c'est fini. L'épopée française en Amérique, ça va être Mamadou, là. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. L'épopée africaine en Amérique, c'est ça que ça va être. Okay. Encore une fois, je répète, c'est pas individuellement. C'est la tendance à long terme qui m'énerve. Voilà. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Ciao. Salut la gang.